Comment Bonsoir. allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, nous sommes sur l'interview numéro 3 et nous accueillons l'un des deux auteurs de One, Once Open a Line qui est Dan. Bonsoir Dan. Salut à tous, salut à toutes. Salut. Bon, il faut pas oublier qu'il y a quand même le deuxième auteur qui s'appelle William. On lui dit bonsoir si jamais il regarde le live, hein. Oh, il doit déjà dormir. Je ne Oui. suis, ouais, je ne suis pas tout seul pour faire cette interview. Je suis en compagnie de Jedice. Bonsoir Jedice. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue dans cette interview qui me, comment dire, ça me fait bien plaisir, puis surtout avec un jeu qui m'interpelle. Alors là, ça va être chouette. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai envie d'apprendre un peu qui est Dan, l'auteur de ce jeu. Tu peux te présenter en quelques mots, Dan? Pas de souci. Donc, Dan Touvenot, je suis responsable chez Perte et Fracas. Donc, c'est une petite maison d'édition vosgienne. Donc, on est en fait deux à la manœuvre. On a une équipe derrière nous, mais on est deux à penser les jeux et à les concevoir, les éditer. La petite particularité, donc, c'est qu'on est issu de tout de l'univers graphique, publicité, web, etc. Et donc, par contre, on a un gros passé passif de joueurs de jeux de rôle, de joueurs de jeux de plateau. Et il y a quelques années, on a décidé d'arrêter notre métier de web design, de publicitaire, etc., pour ne nous consacrer plus que aux jeux de plateau, voilà, aux jeux de société de manière générale. L'idée, c'était de dire, bah, en fait, on veut plus faire un travail pour les autres, mais un travail pour le grand public directement. Voilà, être responsable des produits qu'on édite et qu'on diffuse, à la différence de métier qu'on faisait avant, puisqu'on était le B2C, B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise. Maintenant, on travaille directement avec le particulier. Ça, c'est une vraie satisfaction, c'est un vrai plaisir. Et ça fait 4 ans, 2018, c'est ça. Ah, quand 4 même ans. déjà. Ok. Ah ouais, donc tu vous êtes lancé en 2018. Ah, génial. Et tout de suite, vous êtes parti sur un projet particulier? Ouais, alors on Alors, a notre tout premier. Alors, non, déjà avant, ce qu'il faut dire, c'est que mon acolyte de toujours, mon meilleur ami et salarié et frère d'armes, etc., William, lui, il avait déjà fait 7 ou 8 jeux, je crois, en auto-édition, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. mais avec un concept un peu particulier. Il faisait tout lui-même, de A à Z. Parce qu'on est tous les deux aussi illustrateurs. Donc il faisait tout, illustration, conception, game design et même fabrication. Il faisait tout de A à Z. Il produisait des micro-séries de 300-500 pièces et tout en filière locale avec du bois. Donc tous les jeux étaient 100% bois, impression directe sur le bois. Ça s'appelait Vermicelle et il faisait ça en plus de notre boulot d'agence. Donc, un peu dans son garage, quoi. Et petit à petit, il s'est équipé, machine laser, etc., pour fabriquer ses protos et puis produire ses jeux lui-même. Et donc, il a fait ça pendant quelques années. Il a été un peu au bout de son rêve et de son projet. Et comme nous, au niveau entreprise, on est souvent, tous les 6-7 ans, on aime bien se challenger et se mettre un nouveau projet sur le feu. Bah là, c'est posé la question de partir sur autre chose. Et il m'a proposé les jeux de société parce que lui, il avait une vraie expertise après ces 6 ou 7 jeux là qu'il avait sortis. Il avait du matériel pour fabriquer des protos, c'est quasi vital hein, quand on est auteur de jeu, de pouvoir être autonome sur la fabrication de ses prototypes. Et puis, bah, il a un passif, hein, il a une formation en design, design d'objets, donc faire un cartonnage de boîte, tout ça, c'est des choses qu'il maîtrise déjà. Donc on avait quasiment tout, hein. On avait la compétence graphique, publicitaire, conception, design. Moi, j'ai un gros passif plutôt littéraire, rédactionnel, et puis un peu de savoir-faire au niveau de la vente et du commerce, puisque bah, j'ai dirigé l'entreprise pendant 18 ans déjà.
20 ans, je ne sais plus. Donc du coup, on avait tous les éléments pour pouvoir faire nous-mêmes et être autonome et indépendant. Donc on a dit, allez, banco, on y va, on se lance là-dedans. Et le projet qu'on voit juste derrière moi, je ne sais pas si la caméra le Si, restitue on bien. voit. Ici, on voit bien. Voilà. C'est Ragnarok Star, donc c'est un projet en financement participatif en 2018. Alors, on n'a pas eu de bol puisqu'on est arrivé en pleine crise Covid. On a Comme pu quand beaucoup. même faire deux salons. Ben, je crois que c'est la fois où j'ai rencontré Game Steph, Ouais. à Épinal, qui s'appelle Le Jeu et compagnie. On a pu le faire. On a présenté. Alors, on l'avait déjà présenté un an avant en tant que prototype. Donc, c'était un petit peu le côté, on va voir les éditeurs, on essaie de comprendre comment marche le milieu du jeu de société. C'était de la découverte quand même malgré tout, parce que William, il était dans un circuit assez fermé de l'auto-édition. Mais quand on veut aller vers plutôt de la production plus industrialisée, il y a des codes à respecter, il y a des schémas de fonctionnement, il y a des process de distribution à intégrer, à comprendre, des processus marketing aussi et de communication. Et voilà, donc un an après avoir présenté le proto à Jeux et compagnie, on est venu le présenter cette fois-ci en tant que prototype quasi définitif, prêt pour une campagne de financement participatif. Donc de mémoire, c'était février 2018. Je le coupe, mais c'était déjà dès le début l'idée d'aller en caisse directe ou vous avez essayé d'aller voir des éditeurs Ouais, moi, on a très très vite, on a quand même été contacté deux, trois éditeurs, mais rapidement on s'est aperçu qu'on tenait à notre indépendance, on tenait Mhm. à pas être bridé par une direction artistique modifiée Ouais, c'est par ce un que je tiers. pensais. Mais en plus, maintenant avec le recul, puisque on est éditeur, si demain on devait éditer le jeu d'un autre, je pense qu'on ferait exactement ce qu'on voulait pas que les éditeurs nous fassent. C'est-à-dire qu'on passerait à la moulinette le jeu pour Ouais, donner la dynamique que nous, on pense la plus pérenne pour le projet. Et donc, du coup, Ragnarok Star n'aurait jamais pris la tournure qu'il a pris, c'est quasi certain. Puisque en fait, on a fait un pari un petit peu audacieux de dire on va aller sur un terrain où personne n'a encore été, c'est-à-dire le heavy metal et les vikings en même temps. tu m'étonnes. Et puis, ça, c'est notre côté un peu fanjo. On va sur des terrains où on ne nous attend pas. On aime surprendre. C'est un peu notre marque de fabrique, c'est d'aller sur des terrains un peu inconnus, que ce soit au niveau du thème ou au niveau de la méca, comme ce qu'on va voir ce soir. Ouais, Pour le coup, Ragnarok Star, c'était un projet quand même assez euh, classique dans ce qui sort en gamme de jeux familiaux il y a quelques années. Un jeu de programmation de cette collection de fans. Donc on ramasse des fans et on les collectionne pour les mettre dans une salle de concert. Et puis une programmation avec une petite originalité sur une tablette Velleda, mais surtout une résolution simultanée des actions qui donne beaucoup de chaos dans la phase de résolution, puisque plusieurs joueurs veulent des fois faire la même action et il y a des conflits et des règles de répartition à l'équité, des choses comme ça qui s'appliquent. Donc c'était un jeu avec beaucoup d'interactions et beaucoup d'ambiance autour de la table. Et donc voilà, on a fait malgré tout, malgré le confinement, malgré l'absence quasi totale de salon, on a fait un salon, donc on a pu montrer notre jeu. Par contre, on a eu de la chance dans notre malheur, c'est qu'il y avait la pénurie aussi pour les groupes de métal français. Pénurie de Ils concerts. vous ont, ils vous ont suivi de coup un petit peu dans l'aventure. C'est ça. En fait, on a été Mm. les chercher quand même. On a fait ce qu'on appelle de la cross-promotion, c'est-à-dire qu'on a été. On a dit, bah voilà, nous, on va parler de vous, on va mettre en avant votre travail d'artiste musical, qui n'a rien à voir avec le jeu de société, mais on repère quand même qu'il y a des connexions qui se font, puisqu'il y a des publics très très similaires. Hein. Vous allez au Hellfest, vous trouvez plein de joueurs de jeux de société, parce que c'est quand même des grands enfants, hein, les gens qui vont dans les concerts de métal. C'est des gros nounours, en fait. On est loin de l'image qu'on se fait Mm. du méchant barbu qui casse tout et qui sacrifie des chèvres sur la scène. Donc on a plutôt affaire à des gentils, des nounours
Voilà. Bon, ils boivent beaucoup, par contre. Ça, c'est leur leur péché mignon, c'est ça. Et donc, du coup, on a été voir ces groupes de métal. On a dit, bah voilà, on a fait un jeu de société. On a été voir un premier qui est un groupe finlandais qui s'appelle Brothers of Metal. Et en fait, c'est un groupe de vikings metal. Donc, c'était parfait puisque c'était Ouais, exactement notre thème. Et puis, on a été les voir en concert. On a été leur offrir des t-shirts. Voilà, ils nous ont soutenus. Ils ont fait un petit coup de promo, mais surtout, ils nous ont donné confiance que si on avait déjà un gros groupe comme ça, Brothers of Metal dans la sphère, ils sont assez connus dans leur style. Euh, Ça nous poussait parce que derrière, ça nous donnait une légitimité à aller démarcher d'autres groupes, rencontrer, en tout cas, parler avec d'autres groupes. Et puis, on s'est retrouvé à 45 groupes, je crois, partenaires, qui ont poussé la campagne et qui l'ont aidé. Et puis, bah, de toute façon, au bout du cinquième, on faisait plus rien. En fait, ça arrivait tout seul puisqu'ils se connaissent tous. C'est un réseau assez. ça fait le boule de neige, quoi. Ouais. Hmm. Et c'est pas des pros pour la plupart. C'est des semi-pros. Ils sont très investis, mais pas professionnalisés. Donc très accessibles. Et puis ils se connaissent entre eux. Ils font des tournées en commun. Et donc voilà, donc Ragnarok Star a vu le jour, campagne de financement sur Kickstarter en 30 jours, du 1er juillet au 30, je crois, de mémoire, qui s'est plutôt bien passé. On a fait, plus, je dirais, un bon 250%, je crois, du financement qui était demandé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est à On peu avait près ça. demandé 20 000 et on a obtenu 35 000. Après, vous aviez une super communication, hein. Ça vous partagiez plein de choses avec la communauté. Il y avait un chouette move autour de tout ça, hein, moi j'ai Hmm. trouvé. Ouais, puis ben, je pense qu'en fait, c'était dans l'air du temps, c'était hyper bienvenu. Effet confinement oblige, les gens, ils avaient envie de tisser des liens avec des gens qui cédaient pas à la grisaille. Et je crois que ça nous a servi parce que comme on est d'un naturel, de toute façon, ça se voit peut-être, je parle beaucoup et on aime bien aller voir les gens, on aime bien partager des trucs, mais on aime bien aussi se nourrir des expériences des autres. Bah, finalement, Ragnarok Star, c'est absolument pas l'image parfaite que nous on avait en tête, a été façonné, adapté bah, au gré des rencontres et des gens qui nous ont soutenus, portés. Même dans les mécaniques de jeu, on a écouté énormément d'avis, de conseils pour en faire un projet qui ressemblait à ce que les gens voulaient. Donc les gens se sont sentis impliqués. Et effectivement, on a aussi pas mal communiqué sur les réseaux Ah sociaux. ouais. C'est aussi c'est l'histoire de la petite souris qui est coincée dans le seau de lait, quoi. Si elle se débat pas, elle peut pas transformer le lait en Tout à fait. beurre. Et donc, du coup, Oui, elle mais peut il y pas. avait des chouettes choses avec des Hmm. propositions pour trouver le nom de certains groupes, Ouais, euh, c'était chouette de faire ou certaines choses participer. comme ça. Hmm. Moi j'avoue que j'avais chroniqué votre jeu parce que je trouvais euh, tout ce qu'il y avait autour, plus Cocorico, c'est sympa aussi, hein. Et puis une petite maison d'édition, fallait oser aussi, hein. C'était Ouais. voilà. Enfin, moi j'avais beaucoup apprécié euh, tout ça et ben, j'ai pledgé le jeu, d'ailleurs je l'ai, hein. Ah, cool. Ouais, ouais, Ah, ouais. faudra que je te le dédicace alors. Ah, avec plaisir. Parce que même là, on va au bout du truc. Quand on fait les dédicaces, on fait des vraies dédicaces, c'est-à-dire Ouais, les qu'on dessins dans les filme boîtes. complètement l'intérieur de la boîte. Hmm. On a fait une bande son pour le jeu avec 21 musiques originales faites par des groupes de métal français pour jouer avec une ambiance musicale. On a fait un festival aussi. Enfin, on a collaboré à un festival qui s'appelait le Tambouille Festival Jeux et Métal, où on a fait des tournois de Ragnarok Star. Et il y a eu 6 groupes de métal partenaires qui sont venus se produire dans les Vosges. Donc, et c'est vrai que cet effet communauté, on a été au bout. Je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu tourné la page quand même de Ragnarok Star. En plus, Bien sûr. on a sorti une extension Mhm. cette année. Justement, moi, Les Vosges. j'avais une question par rapport à Ragnarok. Vu que c'était une première expérience niveau KS, vous en retirez quoi de cette expérience, de ce KS-là? Euh, à quel niveau?
au niveau du travail, au niveau du temps, si vous êtes satisfait de la campagne, si vous ferez pas les mêmes erreurs, s'il y a eu des erreurs justement. Oui, bah oui, il y a eu plein d'erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, je considère pas qu'on puisse apprendre à marcher sans se casser la figure une ou deux fois. C'est clair. Donc, on savait qu'on allait. Et c'est même d'ailleurs, philosophiquement, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que si on y va en pensant qu'on va tout réussir, alors faut même pas y aller en fait. Ouais, tout à fait. Je sais que je vais me casser la gueule, mais je vais faire du mieux que je peux pour tomber le moins possible en m'appuyant sur toute l'expérience ou les convictions que j'ai pu avoir par le passé ou tout ce que j'ai appris ou tout ce qu'on a pu me dire. Je me suis aussi beaucoup appuyé sur Quentin Vernet, Last Bottle of Rum, qui est sorti un petit peu avant nous sur Kickstarter. Mm. Je l'ai contacté, j'ai dit bonjour, je m'appelle Dan, machin. J'ai vu que tu as sorti un jeu. Quels sont les écueils? Quels sont les trucs dans lesquels tu me conseillerais de pas tomber, enfin les travers dans lesquels tu me conseillerais de pas tomber? Et puis hyper bienveillant, le gars il m'a tout donné, toutes les infos, tous ces trucs et astuces. Certains, je les ai même carrément dégagés. J'ai fait la bêtise parce que je pensais qu'il avait tort et j'ai vérifié qu'il avait raison sur certains points Mhm. et d'autres pas parce qu'on avait aussi une expérience marketing que lui n'avait peut-être pas, un profil différent. Alors, on a une Donc, question dans le chat. L'extension de Ragnarok, la campagne, elle a mieux marché que le jeu de base ou pas? ça dépend ça dépend de comment on considère les choses. C'est-à-dire que si on parle de chiffres financièrement purs, non. Mais en même temps, c'est une extension. Donc ça veut dire que seuls ceux qui ont le jeu Ouais, t'as pas. ou les Mhm. pledges, voilà. Donc forcément, ça ouvre moins de monde. En plus, c'était une campagne 100% française, puisqu'on l'a faite sur Ulule Ah oui, c'est vrai. voilà, pour ne pas aller s'ouvrir à l'international. Parce qu'on a eu Mhm. pas mal le loupé qu'on a eu sur Ragnarok Star, c'est pas vraiment loupé, si c'est à refaire, je ferai de la même manière, mais l'écueil en tout cas qu'on a eu, c'est que finalement, comme c'est quand même sur 1000 backers à peu près hein, qu'il y a eu, c'était quasiment 750-800 francophones, Mhm. franco-belges on va dire. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, on n'a que 250 boîtes, grosso modo, à faire partir à l'étranger. Et comme on a un tout petit chiffre, eh ben, on ne peut pas utiliser des Baker Kits, etc., des solutions pour aller distribuer dans les pays étrangers, puisqu'on a, c'est trop petit, ça intéresse personne, où on prend des prix planchers qui sont incroyables. On ne fait pas affréter un paquebot pour envoyer 250 boîtes aux États-Unis, quoi. Ouais, Ça. bien sûr. Mhm. Donc du coup, finalement, on en a fait les frais, on a payé, on a perdu énormément d'argent à faire du shipping depuis la France vers l'étranger. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on pourrait considérer que Ragnarok Star a mieux marché que la campagne Ulule, sauf que la campagne Ulule, bah déjà, elle était sur un marché plus restreint, plus maîtrisé, donc ça veut dire que les bénéfices étaient bien meilleurs, puisqu'il y a eu moins de pertes liées justement à ces problématiques de frais de port. Et puis surtout, moins de temps passé à faire du SAV, à faire. Enfin Et, voilà, c'est un tout. Donc c'est une question qui est quand même assez complexe hein, de dire est-ce que c'est mieux, moins bien. Il faut non, non, vraiment mais faire une c'était. campagne On unique. on te remercie pour La ta franchise. franchise. Mhm. Euh, Moi, j'avais une question du coup. La page Ragnarok Star est tournée Hmm. Ouais, quand même. C'est-à-dire on continue. Hein, je continue à alimenter. On a un groupe VIP où les ultra fans, je sais pas, quasiment 200 quand même. Régulièrement, on fait quand même des petits posts, on va partager des petits événements. On va refaire quand même l'édition Tambrouille. On fera un deuxième festival en août 2023. Donc il y aura encore des actus et puis ça va être l'occasion de faire venir plein de gens qu'on connaît que virtuellement, mais les faire venir dans les Vosges pour faire la fête avec eux. Mais globalement, aujourd'hui, avec le nouveau jeu là, qui se prépare, Once Upon a Line, euh, Hmm. c'est presque 60 heures par semaine. Ouais. Et encore, hein, non, je ne compte pas tout le reste qu'il faut faire. puis Mais, non, mais donc, je comprends aussi que vous ayez envie d'aller vers autre chose. Euh, Parce que Justement, Once Upon a Line, vous l'avez démarré en même temps que le Ragnarok Star ou c'était après la campagne, etc.
Alors, c'est exactement Once Upon a Line, ça a démarré le 30 juillet 2018. Voilà. C'est-à-dire que le soir, ça c'est pour la petite anecdote, je voulais garder en info croustillante. On, la fin de la campagne Ragnarok Star, on va faire la fête chez des copains qui ont une association qui s'appelle Tas de Beaux Jeux à Bruyères. Et en gros, ils nous ont suivis pendant toute la campagne, mais assez discrètement. Et plutôt en mode allez les petits gars, on vous soutient. Et donc ils ont tous pledgé alors qu'on pensait que ça les intéressait pas, même si c'était un jeu du coin. Même ceux qui faisaient pas de financement participatif, ils s'y sont mis. Enfin bref, il y a eu tout un engouement local. Et nous, on était vraiment enfermés dans une bulle. On dormait dans le bureau, on mangeait dans le bureau. C'était du 24-24. D'aller aux toilettes avec le téléphone pour continuer à répondre aux commentaires américains, etc. Bref. Donc du coup, on sort de cette bulle. C'est la fin du KS, donc gros soulagement et en même temps on est perdu, un peu comme Frodon une fois qu'il a acheté l'anneau. Il sait Ouais, plus quoi faire, en fait. C'est quoi la suite de l'histoire? Ben, la suite de l'histoire, c'est tu reprends, tu vas voir tes enfants. Tu dis ah tiens j'ai des enfants, j'ai une femme. Et puis surtout bah, on va faire la fête avec les copains le soir là. Et en partant dans la bagnole, on se regarde avec William et puis on fait bah on fait quoi là du coup? Allez, et il commence à me brancher, il me dit ouais, je voulais pas t'en parler pendant le Kickstarter, mais j'ai une idée là pour un jeu de collection, de machin, de trucs avec du deck building et tout. Voilà, puis c'était parti. Alors ça n'avait rien à voir dans les mots en fait, mais l'impulsion, l'énergie de créer un jeu un nouveau projet. Ouais. Mm. était immédiatement là. Voilà, on avait vu ce que c'était qu'un financement participatif. Ouais. On avait un jeu qui était quasiment prêt à, pas, je dirais, était vite hein, pour la livraison. Le KS s'est terminé le 31 juillet. L'ouverture du Pledge Manager, on va dire le 15 août ou 20 août, un truc comme ça, donc quasiment dans la foulée. Les jeux, ils étaient livrés en avril. Oui, Donc, c'était Ouais, rapide. ouais, c'est Oui, rapide. je ne veux pas citer de nom de maison d'édition, mais On en connaît, on en connaît. il y en a qui livrent pas au bout de 2 ans. Nous, on a réussi voilà, le challenge quand même de livrer rapidement un jeu qui était abouti. Il est pas buggé du tout. Il était bilingue totalement. Chaque boîte achetée était totalement FR anglaise. Et voilà, avec un souci du détail, que ce soit dans le cartonnage, dans les pions. On a eu plein de compliments sur la finition, le degré de finition du jeu qui était à un prix hyper modique, hein, à 35 euros une boîte édition Kickstarter, c'était vraiment pas du vol. Ah non, Et non, puis, je confirme, le matériel est top. Mm. Voilà, donc mais bon, c'est aussi ça, c'est l'idée de se dire, bah, en fait, si sur un premier projet, tu donnes pas déjà tout ce que tu es capable de donner, même au niveau du cœur, quoi, de l'intention, bah, faut pas faire de jeu de société déjà, hein, Ouais, faut tout aller à fait. vendre des cigarettes électroniques, quoi. Donc oui, puis le vas-y, premier jeu, Jonas. c'est aussi un peu ta marque de fabrique. C'est ce qui va aussi, euh, pour les autres jeux à venir, c'est aussi ce qui va donner l'impulsion ou que les joueurs vont te suivre ou pas. C'est plus simple si tu as tout mis dedans et qu'on se dit, bah voilà, il y a eu un chouette projet qui a été fait. Il y en a un deuxième, ouais, c'est quoi? On va y aller, on va regarder, quoi, tu vois. Ah, j'ai vu encore l'autre jour sur le forum Code, je crois. Ouais, si c'est sur Code, un gars qui a écrit, donc alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un forum dédié au financement participatif et essentiellement du jeu de société. Et il y a un mec qui a écrit, en fait, je vois qu'il y a un nouveau jeu Perte et Fracas, c'est pledge automatique, j'ai même pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Parce Ouais. que la Mm. campagne, parce que humainement ça me parle. Bah, voilà, j'ai envie de soutenir quoi qu'il advienne. Donc je pense qu'effectivement, c'est les petites graines qu'on a semées. Alors ça peut paraître un peu calculatoire, mais en vrai, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on fait les choses généreusement et puis ça retombe. Alors, sûr, quand on fait quelque chose, on espère bien qu'à un moment ou à un autre, Eh ça va oui, non, payer. mais, Parce que c'est pas une entreprise rentable pour l'instant, hein, voilà, faut se le dire. Donc, Faut donc continuer à faire ouais. des projets à côté Et quand alors, même. avant qu'on parle de Once Upon a Time, euh, est-ce que vous avez dans l'idée, à un moment donné, de produire ou d'éditer des jeux qui ne sont pas de vous, en fait?
Alors non, aujourd'hui on n'a pas l'idée. On a plein de propositions. Là, on a changé sur le formulaire de contact sur le site. On a bien remis une ligne rouge en disant si vous êtes auteur de jeu, c'est pas la peine de nous envoyer. En fait, pour l'instant, c'est même pas qu'on veut pas, c'est que Pas le temps. on n'arrive déjà pas Hmm. à produire comme un Matago, je sais pas quoi, qui sort un jeu par an. Nous, il faut qu'on réussisse à consolider notre base avant de pouvoir réfléchir à d'autres choses. En plus, euh, on est trop jeune pour avoir la prétention de dire ah, on sent que ce jeu-là, il a un super potentiel. C'est quand même vachement plus facile de prendre les risques sur le projet qu'on a mené parce que on le connaît de bout en bout. On a fait un cheminement dans l'analyse entre guillemets du marché ou en tout cas du profil d'utilisateur cible. On a appris à l'adopter et je pense que les grosses maisons d'édition, les Yellow, les Matago et compagnie, ils ont du flair parce qu'ils ont une grande expérience justement de l'édition et je pense qu'ils se sont cassés la gueule plusieurs fois sur des jeux qui fait qu'ils arrivent à sentir si un jeu a du potentiel ou pas. Nous, on n'a vraiment pas du tout le niveau pour pouvoir dire on sent qu'il y a un truc sur ce jeu, il va cartonner. Quand j'entends des fois des petits éditeurs sur certains salons, je ne veux pas les citer, mais honnêtement, qui disent oh là là, ça y est, on a notre jeu, ça va être le jeu qui va nous faire casser la baraque et tout. Alors qu'ils ont pas, ils ont quoi? Ils ont sorti 2 jeux. Moi, j'estime qu'à partir de tant qu'on n'a pas fait une quinzaine de jeux, on a du mal à savoir ce que c'est que le jeu qui va cartonner. C'est quand même une alchimie assez complexe. Si on fait le même jeu qu'un autre, il peut pas cartonner puisqu'il existe déjà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un jeu est nouveau et qui va hyper, comme on dit, eh ben, c'est une alchimie hyper complexe. Je suis pas sûr il n'existe pas de formule magique, hein. Non. Parce Alors que ça si, quand dépend même, de plein de choses. Ça dépend aussi du moment où il sort, de ouais, c'est tellement on a compliqué. vu quand même pas mal de jeux. Enfin, moi, maintenant, des fois, je regarde avec et assez critique certaines sorties. J'ai été aussi longtemps animateur dans les centres de vacances, etc., avec des gamins et des handicapés et tout. Et ben, des jeux d'animation, combien j'en ai vu qui avaient été transposés en jeux de société, quoi. Euh, c'est colossal en fait, que ce soit le Time's Up ou d'autres. C'est des jeux qui existent déjà depuis des dizaines d'années dans l'éducation populaire, que Mhm. certains se dit bah, on va juste mettre un chouette visuel, des cartes, on va marquer des noms dessus, et puis boum, on refait le jeu, mais ça Hmm. n'apporte rien de plus, quoi. C'est des jeux qui existent déjà. Donc, j'ai vu quand même une veine de plusieurs jeux là, qui ont gagné des prix ou qui se vendent en centaines de milliers d'exemplaires, mais qui sont jamais que la reprise d'un jeu existant, quoi. Donc ça, c'est quand même une espèce de recette magique qui m'agace un peu. C'est comment on fait du fric avec. Honnêtement, Time's Up, ça m'énerve. Moi, je prends un saladier et des bouts de papier, ça s'appelle le jeu du saladier. C'est exactement la même chose et ça fait Ouais, ouais. 30 ans, 40 ans que ça existe. Et c'est Bah, encore mieux que le vrai parce que c'est les gens qui écrivent les mots sur les papiers. Donc il y a un fun qui se crée qu'il n'y aura jamais dans le Time's Up parce que Hmm. les mots sont déjà écrits. Je suis désolé hein, pour Time's Up. En plus, j'en ai un à la maison, mais on en a tout ça malheureusement. Donc, tu me disais, alors, fin de la campagne KS de Ragnarok Star, vous repartez sur un nouveau projet qui est Once Upon a Line, mais quand est-ce que vous avez eu l'idée de ce jeu? on va dire quand même qu'on a un bon 3-4 mois de digestion de Ragnarok Star et puis Hmm. bah, de problématiques de shipping, machin, on va dire que on est quoi, août, allez, on va dire octobre. En octobre arrive alors, le premier truc qui arrive sur Once Upon a Line, c'est la notion d'encre à gratter, le support. C'est une des grosses particularités du jeu. On est sur un jeu où on gratte avec un petit outil que j'ai dans la main d'ailleurs. On gratte de l'encre à gratter. Au début, ça s'arrête à ça et c'est l'idée qui nous fait twister tous les deux. On se dit waouh, il y a un truc à faire, ça n'a jamais été fait, personne n'a jamais joué. Ah, il y a peut-être un Pandemic Legacy ou je sais pas quoi où il y a une case à gratter, mais c'est quand Ouais. même très rare et ça n'est jamais utilisé en tant que mécanique de jeu. Et puis dans un deuxième temps, il y a une espèce de. C'est vrai que j'ai un flash sur. Je me souviens
des images sur les réseaux sociaux où tu as un carré avec une grille avec plein de lettres et ils te disent les premiers mots que tu vas voir, c'est ce qui va t'arriver l'année prochaine. Tu vas avoir un enfant ou une maison, machin. Et tout à coup, dans ma tête, j'imagine cette grille d'encre, on cache les lettres et on gratte et on trouve les lettres. Voilà, c'était parti. C'est ça, puisque finalement, il n'y a pas énormément plus à dire sur la mécanique de jeu que ça. C'est beaucoup plus subtil parce que c'est travaillé pour que ça marche bien, mais l'essentiel, l'âme du jeu, c'est là, je gratte une grille Donc, de... vous êtes parti de la mécanique pour faire le jeu et pas du jeu pour faire la mécanique. Du thème, tu veux dire, c'est ça? Oui. Du Ah thème. oui, oui, non, non, c'est un pur moteur de jeu. C'est-à-dire que là, on a fait une première saga dans un monde post-apocalyptique. Demain, si on veut faire sur les licornes ou les dinosaures, c'est pas un problème. On peut faire 500 boîtes avec 500 Alors, comme juste, un Toy Story ou autre. juste là pour l'instant, moi-même, allez, dis-nous ce que c'est exactement Once Upon a Line. Alors c'est parti, on pitch, c'est ça? Allez, vas-y, on pitch. Et je vous pitch. Euh, c'est un jeu narratif à gratter dont vous êtes le héros. Un jeu narratif parce qu'on va vivre une histoire bout en bout, une enquête, une intrigue, une énigme. À gratter puisqu'on va jouer sur des supports qui sont des grilles de mots que j'ai là, donc recouvertes d'une encre à gratter. On voit un mot qui est apparu et tous les autres qui sont cachés sous la grille. Ça va être écrit dans droite-gauche, gauche-droite, au bas, bas-haut, et pas en diagonale. Et quand on trouve un mot sur la grille, on pioche une carte. Et c'est un jeu un peu comme les livres dont vous êtes le héros, puisque en fait, sur la carte, on va avoir du texte, on va avoir des indices d'autres mots qu'on va pouvoir trouver sur la grille. Il y a une petite astuce, c'est quand un mot il est souligné, ça veut dire qu'il a une lettre en commun avec le mot principal. Donc, je sais que, par exemple, là, j'ai trouvé sur ma grille, j'ai trouvé le mot cimenterie, qui est le premier mot de l'histoire. On est en miroir ou pas sur la vidéo? Vous voyez les lettres dans le bon sens? Attends, je vais repasser sur l'autre alors. Vas-y. Non, bah c'est bon. On est à l'endroit? Ouais, Ok. c'est bon. Donc le mot cimenterie, il est écrit là. Je sais qu'il est entier parce que j'ai une petite barre de chaque côté du mot où j'ai trouvé le mot complet. C'est pas cimenterie au pluriel. Donc ça, c'est une manière de déplomber la problématique des écritures multiples. Et puis, quand j'ai trouvé le mot cimenterie, bah, je dois obligatoirement piocher la carte qui commence par les lettres CIM. Donc, je la retourne, je la lis, il y a un morceau d'histoire, et dedans, j'ai des indices d'autres mots à trouver sur la grille. Quand le mot est souligné, comme ici le mot entrepôt, bah, ça veut dire qu'il a une lettre avec le mot cimenterie, donc une lettre en commun. Donc, je sais déjà que ce n'est pas le C, ce n'est pas le I, puisqu'il n'y a pas de C et de I dans entrepôt. Donc, je vais chercher orthogonalement à 90 degrés du mot cimenterie, je vais chercher quelque part où peut être caché le mot entrepôt. Là, comme par hasard, comme le jeu est bien fait, en fait, on voit que sur le T, il y a une petite barre en haut. Donc, ça veut dire que c'est le début ou la fin d'un mot, puisqu'il peut être écrit de haut en bas ou de bas en haut. Puis, pareil, sur le E, il y a aussi une petite barre. Donc, il y a un mot qui part à la verticale du E. Ok. Ça peut être le E d'entrepôt ou ça peut être le E de porte. Et le T, ça peut être peut-être la dernière lettre du mot entrepôt. Autre chose. Donc, je vais gratter. Alors, pour gratter, bah, c'est tout simple. J'ai des petites... Voilà. Ah putain, c'était préparé comme ça. J'ai des plateaux héros. Donc ça, c'est les personnages que je vais incarner dans l'histoire. Les héros, ils ont chacun des petites tuiles d'action qui vont entre 5 cases et une case. C'est ce qu'on appelle les tuiles standards. C'est leurs tuiles d'action. J'ai le droit d'utiliser une tuile d'action que je vais placer sur ma grille. Donc, je me mets orthogonalement à un mot qui est complètement découvert. Par exemple, le T. Alors, j'ai le droit d'en mettre plusieurs d'affilée. Je peux les combiner entre elles pour faire des grattages plus longs. Une fois que j'ai validé mon action, parce que c'est un solo ou coop, donc je peux décider à plusieurs. Donc, je positionne ma tuile et dis OK, c'est là, oui, d'accord. Je vais déposer ma tuile dans un des casiers d'action. Donc là, mon personnage, normalement, il en a 4.
Voilà, ça c'est quand il en perd un. Il a 4 actions possibles, alors on s'en fout, on peut mettre sur la première, la deuxième, la troisième, il n'y a pas d'ordre. Toujours est-il que là, j'ai décidé de faire une action de grattage de 5. J'ai décidé que j'allais chercher ce qui se passe en dessous de la lettre T. Bah, très bien, je prends mon petit outil et puis je vais gratter. Alors je ne sais pas si on voit bien, hop, voilà. Et donc je vais me positionner en dessous et je vais gratter donc mes 5 cases en dessous du T. 1, 2, 3, 4, voilà, hop, et 5. Voilà, donc là j'ai trouvé quelque chose, mais j'ai pas de mot complet puisque je n'ai pas de barre à la fin du mot. Ok. Donc ça ressemble quand même fortement à entrepôt. Ce qui me reste à faire, c'est à prendre une tuile de 2. J'ai le droit de terminer un grattage que j'ai déjà commencé. Je place ma tuile ici, puisqu'il me manque le E et le N. Je mets dans mon casier d'action. Je gratte mes deux cases restantes. Ah. Hop. Eh bien, j'ai trouvé le mot entrepôt, c'était bien celui-là, il n'y avait pas de piège. Donc je vais aller chercher dans mon paquet de cartes la carte qui commence par la lettre ENT. Alors, je suis un peu à l'envers, je vais la trouver. Voilà, hop. Et puis là, j'ai la suite de l'histoire. Ah, une suite de l'histoire, puisque j'aurais pu aller chercher un autre mot, j'aurais pu aller chercher le mot pas. Voilà. Et donc j'ai la suite de l'histoire. Alors là, on me donne des consignes, un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros. Un objectif à atteindre. Là, j'ai une petite mission qui vient d'arriver. Donc je vais devoir remplir cette mission, puis avancer comme ça dans l'histoire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sur la mécanique principale, c'est les actions qui vont être réalisées dans 80-90% du temps. Par contre, on voit par exemple qu'ici sur la grille, il y a des cadenas. Donc ça veut dire que c'est des zones qui sont bloquées par le jeu. Et qu'à un moment, on va pouvoir débloquer, avancer dans l'histoire. Il va falloir remplir une mission pour pouvoir débloquer ces cadenas. On voit aussi que nos personnages, ils ont des talents. Donc c'est des qualités intrinsèques qui leur sont propres. Et pendant l'aventure, quand je vais trouver des mots sur lesquels il n'y aura pas une barre d'un côté ou de l'autre, mais une accolade, un symbole d'accolade, donc le même symbole qu'il y a ici. Tac. À ce moment-là, ça voudra dire qu'il n'y a pas de carte. Donc je ne cherche pas une carte correspondante dans le paquet. Et j'ai le droit d'utiliser toutes les lettres du mot que j'ai trouvé. Par exemple, je vais trouver le mot, le mot O, E-A-U. J'ai le droit d'utiliser le E, le A, le U. Et je vais cocher les lettres des talents de mes personnages. Quand j'aurai un mot complet, ça va me faire gagner une tuile de plus que je vais pouvoir ajouter dans mon deck de tuiles de mon héros. Donc, je vais faire évoluer mes personnages comme ça. L'autre particularité, c'est que des fois, il va y avoir des pièges. Il va y avoir déjà dans les mots, parce qu'il va y avoir des mots qui se ressemblent, écrits pareil à l'endroit ou à l'envers, ou qui commencent de la même manière. Donc, je ne saurais pas trop sur quelle lettre il va falloir que j'aille gratter pour pouvoir trouver le mot que je cherche. Et puis, parfois aussi, il va y avoir des petits symboles de tête de mort qui vont apparaître ou des mains qui vont me dire de stopper, d'arrêter mon action de grattage. Alors la tête de mort, elle va avoir une fonction en plus, c'est qu'elle va me créer une pénalité ici. Sur une tête de mort, je gratte ici une case de pénalité. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. Voilà. Hop. Donc là, j'ai une pénalité qui me dit que le héros qui vient de se prendre la pénalité, il a -1, c'est-à-dire qu'on lui retire une case sur sa tuile la plus grande. Donc sa tuile de 5, je la défausse et je la remplace par une tuile de 4 que je prends dans la réserve de tuiles. Et ça, c'est des pénalités qui vont affaiblir mes personnages, qui vont les rendre de moins en moins forts. Et puis, là, c'est -1, mais des fois, ça peut être -2. Donc, ça fait encore moins de cases à gratter pour les prochaines actions. Je peux même carrément perdre un casier d'action. C'était la petite configuration que j'avais juste avant. À ce moment-là, j'ai une pénalité comme ça. Ça veut dire que je n'ai plus que 3 actions au lieu de 4. Donc là, c'est compliqué. Alors, ce que je peux faire, c'est une fois que j'ai utilisé mes 4 actions, je peux recharger mon personnage. Sauf que quand je fais ça, je me prends aussi une pénalité. Donc, remonter toute l'étude d'action me fait prendre une pénalité. Tomber sur une tête de mort me fait prendre une pénalité. Et puis, la dernière particularité pour prendre une pénalité, c'est changer la localisation de mon héros. Les localisations, ils ont des tuiles bleues comme ça qui représentent la zone dans laquelle il se trouve. Donc là, le héros se trouve dans la zone bleue. Donc, je peux utiliser ces tuiles de grattage pour gratter à partir de tous les mots bleus écrits en bleu sur la grille. Si je veux le changer de zone et l'amener par exemple dans la zone rouge, donc je peux lui changer sa barre. Et à ce moment-là, je me prends une pénalité.
Et par contre, à partir de maintenant, je ne pourrai plus gratter à partir des mots bleus, puisqu'il sera dans la zone rouge, il sera dans la zone de la grotte ou de je ne sais pas quelle. Il sera plus dans la cimenterie. Donc, je n'ai plus le droit de positionner mes tuiles comme je le fais là, puisque mon héros, il est dans la zone rouge, il ne peut pas se rattacher à un mot bleu. Il peut que se rattacher à des mots écrits en rouge sur la grille. Voilà. Donc ça va me prendre aussi une pénalité qui va encore accélérer la fin de partie. Ça, c'est une petite grille de démo qui fait à peu près allez, 1 heure en solo. Ça peut aller jusqu'à 1h30, 1h45 si on joue à plusieurs parce que Incroyable. d'échanges et de dialogue. Mhm. Mais il y a déjà de quoi faire. Et puis avec ça, il y a un petit paquet d'une quarantaine de cartes. Ah non, pardon. Dans une grille comme ça, c'est une quinzaine, une vingtaine de cartes correspondantes. Ok. Voilà. Alors, moi, j'ai 3 milliards de questions, du coup. Alors, déjà, bravo pour cette mécanique totalement innovante. Hein. Merci. Là, j'avoue, on se plaint toujours de ne pas avoir quelque chose d'innovant. Bah là, franchement, bravo. Du coup, dans la boîte, il y a plusieurs, histoires. Alors là, ouais, dans la boîte principale, en fait, c'est une saga qui Mhm. va se jouer dans un univers bien déterminé et ça va se jouer en chapitres. Donc on va avoir donc là, on joue après sur des grosses grilles. La première, c'est une toute petite pour se faire un peu la main, pour rentrer dans la mécanique de jeu. Mais après, on joue sur des grosses grilles. Et là, il y a 3-4 heures de jeu par grille à peu près. Ah ouais. Et puis il y en a plusieurs qui sont fournis dans la boîte de base. Il y en a 5. Avec une particularité, c'est que vous avez des fins alternatives. C'est-à-dire que chaque joueur n'aura pas la même histoire. Déjà parce qu'il ne va pas gratter les mêmes mots sur la grille. Bien sûr. Donc il ne va pas voir forcément les mêmes embranchements. Pas une histoire par joueur non plus. Hein, mais sur 10 joueurs, vous allez avoir peut-être 7 qui vont avoir des histoires un peu différentes avec des nuances. Parce qu'il y en a un qui aura pris un objet, l'autre il ne l'aura pas pris. Il y en a un, il aura trouvé la carte, mais il aura décidé de ne pas conserver, parce qu'on peut dire est-ce qu'on garde ou pas les objets qu'on va trouver ou prendre avec soi des personnages, des compagnons. Il y a, voilà, il y a des choses qu'on peut faire dans l'histoire ou ne pas faire, et c'est ça qui détermine nos choix dans l'aventure. Et à la fin, donc de cette saga-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on fera à l'identique sur les prochaines sagas, mais sur celle-ci, grosso modo, il y a trois pistes de sortie différentes en fonction. Donc là, c'est plus des choix éthiques qu'on va faire dans l'histoire. Alors, j'ai rencontré une mamie. Est-ce que je décide de la tuer, lui prendre son sac à main ou de la raccompagner chez elle? Voilà. Et de ces 3 choix-là va se déterminer la fin de l'histoire. Mais à la fin de chaque chapitre, on va marquer des points d'utopie qui correspondent grosso modo au score qu'on aura fait de réussite, le degré de réussite du chapitre, comme des succès dans les jeux vidéo. Bah là, c'est pareil, mais c'est dans un jeu de société. Et ça va nous donner des points d'utopie qui vont être minorés par des points de dystopie qui sont les points négatifs quand on va faire des mauvaises actions ou des mauvais choix, enfin des choix très discutables d'un point de vue moral. Alors, on va peut-être se prendre des points de dystopie. Et donc, ça va nous donner un super total de points à la fin de la saga. Et ce total de points va faire qu'il y aura 3 lectures différentes de la fin que j'aurais choisie. J'aurai 3 choix différents pour l'orientation, on va dire, éthique. Et parmi pour le choix de fin que j'aurais acté, je vais avoir 3 fins potentielles. Donc ça fait 9 fins à l'histoire en fonction du nombre de points cette fois-ci que j'aurai récolté durant toute la saga. Donc, tu as Si j'ai pas eu beaucoup de points, ça va pas très bien se terminer pour l'histoire. tu as donc des fins alternatives. Moi, j'avais tout de suite une question. C'est un jeu à gratter. Alors, il y a Big Mich qui dit que c'est extraordinaire, qu'il a testé, et il nous dit qu'en plus, il y a une immersion qui se demande comment vous avez réussi à faire ça. Moi, j'avais une question, du coup. C'est à gratter, donc ça veut dire que c'est du one-shot, ou ça veut dire qu'il y a plusieurs fois la même grille à gratter dans la boîte? Non, alors ça, il y aura peut-être, il est peut-être question là en réflexion sur De recharge. le matériel fourni, mais peut-être on fournira quelques grilles de prologue dans la boîte de base pour faire découvrir à des copains, mais le but du jeu, c'est pas de rejouer. Déjà, il y a quasiment 20-25 heures de jeu dans la boîte de base. Donc, Ouais.
pas forcément fournir pour rejouer 20-25 heures plusieurs fois. Ce qu'il faut comprendre avec l'encre à gratter, c'est que c'est un vrai choix qu'on a fait. On aurait pu trouver une manière de le faire avec des encres thermoréactives ou des choses comme ça, où on avait la possibilité de resetter. Mais il ne se passe pas la même chose dans mon cerveau quand je fais une action et que je sais que je ne pourrais pas revenir en arrière. Chimiquement, il y a une tension bien qu'on sûr. crée. Et on a voulu l'encre à gratter pour ce truc-là. Et c'est ce qui se passe quand les mecs ils vont au bureau de tabac et qu'ils grattent leur tac au tac. Ils ont cette montée d'adrénaline très rapide et très forte. Est-ce que j'ai gagné, j'ai pas gagné, il y a le symbole qui apparaît, les 3 télés, enfin bref. Ben, il se passe la même chose quand on joue à Once Upon a Line sur chaque. Alors en plus, il y a le côté de décision, quoi. C'est pas je m'en remets complètement au hasard. Il y a une partie de est-ce que je me suis fait avoir par les auteurs ou pas, mais il y a quand même beaucoup de déduction, de logique. Je sais que telle lettre est présente dans tel mot, donc ça peut être ça, et je sais que si ça c'est là, alors ça veut dire qu'orthogonalement ça peut pas être ce mot-là, donc, enfin, donc il y a une phase de réflexion, mais il y a aussi une phase de tension au moment où on gratte, et ça on pouvait le faire qu'avec un one shot. Donc on a décidé de faire des grilles one shot, et c'est un vrai choix assumé, et on sait que ça va être quelque chose qui va rebuter certains, hein, comme un jeu Exit, hein, par exemple, chez Yellow, je crois, qui sont des jeux destructifs. Alors, nous, ce qu'on dit à cette remarque-là, c'est, effectivement, déjà 25 heures dans la boîte de base, ce qui est déjà rien. En plus, ça fait partie de l'expérience utilisateur que d'avoir ce côté destructif, puisque c'est ça qui renforce l'immersion et la tension dans le jeu. Et dernièrement, comme on ne cherche pas à faire un business model sur le raté, on va proposer des recharge packs à un prix vraiment modique pour 5-10 euros. On pourra recharger le jeu pour refaire une deuxième partie ou le faire découvrir à quelqu'un ou le revendre ou le donner. Voilà. Après, ça veut pas dire que les joueurs vont vouloir refaire une partie. Hein. Moi, je te pose les questions qu'on se pose Ah en ouais. Oui, tout à fait. voyant le concept. Hein. Parce Non, mais c'est une qu'effectivement, vraie question et il faut si tu la as déjà poser. 25 heures de jeu, que tu as eu une fin, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir partager ça avec d'autres joueurs et de dire, ah ouais, t'as vu quoi, t'as été où, t'as fait quoi, comment ça s'est passé. Oui. Moi, Oui, c'est pas forcément Ouais, bon. refaire une. Enfin, je sais pas si moi j'aurais envie de rejouer la même histoire en voyant juste des petites variantes. Je suis pas sûr que ça m'exciterait beaucoup. Ouais, je comprends. Ouais. C'est mon histoire, elle a été façonnée pour moi, enfin, elle a été façonnée par moi, et c'est celle que j'ai vécue, elle m'appartient. Quelque part, je pense que je chérirais l'histoire que j'ai vécue parce que c'est la mienne. Et par rapport à cette mécanique, vous êtes parti tout de suite sur un jeu narratif, je suppose. Ouais. Ouais, ok. Ouais. D'accord. Oui, parce que bah, c'est une ode à Ouais. la langue française, Mhm. bourré de jeux de mots, d'expressions, de pièges et difficultés de la langue française, mais il n'y a rien de. C'est pas élitiste du tout, hein, c'est vraiment hyper accessible. Euh, un truc qui est chouette dans ce jeu-là, c'est que par exemple, même les dyslexiques, ils arrivent à jouer, enfin, ils ont un intérêt à jouer, là où d'habitude ils sont piégés par les jeux narratifs, puisque justement leur problème à eux, c'est la partie lecture. Et ben en fait, j'ai déjà vu des parties. Mon beau-frère, par exemple, est dyslexique, et ma petite sœur fait la lecture à haute voix, donc il partage ce moment et c'est chouette. Elle lui fait la lecture, et puis lui, il cherche sur la grille. Et comme lui, les lettres elles sont écrites dans tous les sens, mais qu'il n'a rien à faire parce que justement, c'est son cerveau est habitué à voir les lettres dans tous les sens. Bah lui, il est hyper habile pour chercher les mots sur la grille. Donc c'est l'histoire du cul-de-jatte et de Ouais. l'aveugle qui font l'aventure ensemble parce que leurs handicaps sont complémentaires et ils arrivent à Volontaire, hein. partager un truc ensemble. Donc, Alors, voilà, donc ouais, hyper narratif, mais pas piégeant. Ça, c'est hyper important. Les histoires, elles sont très accessibles. Mes gosses de dernière qui a 8 ans, elle y joue. Alors, elle n'a pas forcément l'habileté pour gratter ou des choses comme ça. Elle peut lire, elle peut faire des choix, elle fait des déductions. Voilà. Après, l'univers est quand même très mature. Donc, c'est un mais univers quand même on le plus. voit on le voit sur la DA qui moi me hype aussi beaucoup parce que je la trouve superbe. On voit bien qu'elle est très mature et moi ça a plutôt tendance moi à me faire plaisir parce que bon, le kawaii est gentil machin voilà bon un peu de voilà un peu de trucs un petit peu plus trash. Euh,
moi, tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que vous avez déjà pensé à d'autres sagas, du coup. D'autres sagas, non, pas encore. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est taillé pour, mais il faut déjà qu'on termine celle-là avant de Bien sûr. s'attaquer à d'autres. Par contre, on travaille en simultané sur 3 extensions de cette saga-là. En On va simultané, ouais, proposer ok. directement dans la campagne la saga de base, une deuxième qui sera quasiment du même acabit puisqu'elle contiendra 4 grosses grilles de chapitres dans un univers. Ça va se passer à la même époque, à un endroit très distant géographiquement, qui fait qu'il y aura des particularités. Déjà, ça va se passer sous l'eau, alors que l'autre, ce sera dans une espèce de ville du futur, mais post-apocalyptique. Et puis l'autre, ça se passera sous l'eau, dans un milieu aquatique pur, dans une espèce de cité moderne sous-marine, à la même époque, mais avec des grosses particularités technologiques et autres. Et puis il y aura 2 extensions en plus qui vont être composées de 4 petites grilles comme celles que vous avez vues, là, donc de ce format-là. Chacune aura 4 petites grilles qui auront chacune une durée de vie d'à peu près 1h30. Chaque grille, hein, donc 4 fois 1h30, je ne sais pas comment ça fait 6. Donc 2 boîtes d'à peu près 6 heures de jeu chacune, et qui seront elles des extensions. Alors une qui sera très axée spin-off, c'est des personnages qu'on va rencontrer dans la saga principale, mais qu'on va considérer comme anecdotiques. Et puis on va les retrouver, on va retomber sur une cantatrice d'un opéra, on va retomber sur un vieux que vous avez aperçu sur la deuxième carte qu'on découvre dans le jeu. C'est un petit vieux un peu hurluberlu. C'est le père Latreille. Et ben on va pouvoir jouer un spin-off rien que sur lui. Et puis un autre qui sera le gang des vermines. C'est 3 petits gamins des rues, des orphelins, des mendiants, des voleurs, qui vont tenter un gros casse pour essayer de s'élever un petit peu socialement. Donc toute cette extension-là qui va s'appeler Splendeur et déchéance, c'est une extension sur le thème de l'ascension sociale et de la descente aux enfers. Donc voilà, comment on sort de la misère et comment, quand on est au plus haut de l'échelle sociale, on peut aussi chuter très très bas. Donc ça, c'est l'extension Splendeur et déchéance. Et la deuxième extension qui sera à peu près du même format, qui va contenir donc 4 petites grilles pour à peu près 6-8 heures de jeu. Ça va être la transe des poissons d'argent, qui est une extension qui va traiter de l'enfer de la drogue. Donc à chaque fois, il y a un vrai choix Ouais, Un vrai thème, ouais. ça va loin, c'est bien, non, c'est super. Ouais. Ouais. Travaille beaucoup sur la morale et il y a un gros travail philosophique qui est fait derrière, on va toujours mettre le joueur face à des choix hyper cornéliens. Euh, L'idée, c'est que on a repéré que le jeu de société, c'était un des très 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 rares lieux dans lesquels on pouvait dire quasiment tout sans être jugé pour ce qu'on disait. Dans les jeux de rôle, si vous regardez bien, quand on fait un jeu de rôle, on peut incarner un proxénète, et ça choque pas grand monde qu'on joue un proxénète parce que c'est un jeu et que c'est cadré par une temporalité, c'est pendant un moment bien précis, c'est dans un contexte bien précis. Ce cadre-là fait que toutes les expressions sont possibles. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper rare et on a vraiment besoin dans nos sociétés. C'est des garde-fous qui nous permettent de nous exprimer et de relâcher la pression. Parce que sinon, à la fin, on est dans Big Brother, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Heureusement qu'on a les jeux de société pour ça. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que dans Once Upon a Line, on mette toujours le joueur face à des problèmes Ok. hyper Alors, vivants et compliqués. il y a deux petites questions sur le chat. Est-ce que vous n'avez pas peur que la Française des Jeux vous dites que c'est un plagiat par rapport à eux? Non, je ne crois pas qu'ils aient inventé l'encre à gratter, malheureusement. Est-ce que y a aussi, est-ce que c'est pas un système déposé? Bon, je pense pas, mais bon, bref. Et l'autre petite question, alors, est-ce qu'il y aura des illustrations au dos des grilles? Ouais, chaque grille a une illustration qui lui est propre. Là vous avez celle-ci, illustration de la cimenterie, et c'est pas difficile. Du coup, on les repère sur les dos de cartes.
Donc ça correspond, c'est le même visuel. Donc on se plante pas quand on prend le paquet de cartes, on prend le paquet qui Non, c'est correspond. qu'on a quelqu'un dans le chat, Big Mich, qui nous dit s'il y avait eu des illustrations à l'arrière des grilles à gratter, il les aurait collées sur son mur, en fait. Ah oui, Oui, en dessous de la couche. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Alors oui et non. Alors non parce que en fait du coup sinon on verrait pas les mots. Non, mais carrément derrière, ce que tu as le derrière, dos. Le dos. le dos. Ouais. Au dos. C'est- Bah ouais, mais alors là, tout ça, on s'en sert puisque c'est un élément de jeu. Là, il y a toute l'introduction de l'histoire, il y a l'objectif à atteindre, la première consigne. Et ici, c'est une zone plutôt. Bah là, on va noter les personnages qu'on va incarner, l'inventaire, il y a une monnaie dans le jeu, donc on va noter les pièces de monnaie. En tout cas, ça s'appelle des granules. Ben, c'est celle qu'on va récupérer. C'est un truc hyper utile, le dos. On peut pas le sacrifier, malheureusement. Par Non, contre, non, mais c'est que je suis je pense sûr que que, blague à Big part, il y Mich, en a qui vont garder les grilles et qui vont faire des tableaux avec. Aux États-Unis, j'ai déjà vu des trucs assez incroyables. Gens qui, sur des jeux un peu comme ça, destructifs, Mhm. créent une œuvre avec Ouais. les éléments de jeu qui restent. Justement, moi j'avais une question, on parle des illustrations. Je sais que sur Ragnarok Star, c'était vous les illustrateurs, si je me trompe pas. Une Oui et partie, non. une partie. Par exemple, l'illustration qu'on voit derrière moi, c'était Alexandre Gimbel. Ouais, mais vous en avez fait une partie quand même, non? En fait, on a fait tout ce qui est iconographique, les plateaux et la colorisation des illustrations d'Alexandre. Alexandre nous a fait que des tracés et on a D'accord. fait toute la partie. Donc pour Once Upon a Line, vous avez fait des démarchages ou c'est des connaissances du milieu qui vous ont Alors, il y aidé? aura Alexandre. Ouais, Alexandre fait partie des illustrateurs, mais on a un pool de dizaines de personnes avec qui on travaille. Et des petits illustrateurs français. Je dis des petits parce que c'est c'est un tous des certain Français genre. alors, du coup. Non, il y a du canadien, il y a du belge aussi. Ouais, c'est Il y a que du francophone. francophone. Ok. Voilà. Pour l'instant, c'est que du francophone. Après, on se ferme à rien, mais on apprécie beaucoup déjà de travailler avec des Français parce que on va pas se mentir, c'est pas une question de cocorico ou de relocaliser ou je sais pas quoi. C'est hyper confortable pour un éditeur de travailler avec quelqu'un qui partage la même culture. Tout à fait. Donc quand on fait une illustration et qu'on dit ah tu vois ce serait bien de lui donner un peu plus de etc. Bah, les mots qu'on va utiliser vont être beaucoup plus clairs et lisibles pour lui s'il était japonais ou turc. Donc il y a un vrai confort à travailler avec eux. Et puis pour la plupart c'est des artistes qui sont en train de constituer un book et donc qui ont D'accord, besoin d'avoir des références. Et donc, quand on leur a parlé du projet, parce qu'on a un réseau d'illustrateurs avec lesquels on travaille, d'accord. euh, ils étaient. Alors déjà, il faut savoir qu'ils ont tous le premier test, et ils devaient jouer. Donc on Ok. leur a dit, on vous interdit de faire le moindre essai si vous n'avez pas joué, ça ne nous intéresse pas. On voulait qu'ils aient accroché au jeu. Si un illustrateur nous avait dit, alors aucun nous l'a dit, mais s'il avait dit sorti d'une partie qu'en fait il n'avait pas compris l'intérêt du jeu, on n'aurait pas travaillé avec. Ah, Parce que il j'allais te fallait poser la vraiment question. Donc, c'est sine qua non pour nous. hmm. T'aimes jouer parce que sinon, quand tu vas illustrer, comment tu veux illustrer avec ton cœur une histoire Ouais, oui. pour laquelle t'as pas eu de sensation incroyable, quoi. Il y a une autre question sur le chat. Est-ce que vous avez pensé une bande son pour l'immersion du jeu? Alors, on y a pensé. Ouais, on a même déjà quelques pistes, alors qui vont peut-être servir d'ailleurs pour la vidéo de campagne. On a une bande son là qui nous intéresse bien. On a des possibilités de bosser avec notamment Nicolas Pellissier qui est devenu un ami en fait qui nous a fait l'essentiel de la bande originale de Ragnarok Star. Il est auteur-compositeur. Alors ouais, il est surtout orienté métal, mais il sait aussi faire d'autres styles. On a pensé éventuellement à travailler avec lui, sauf que on se demande si c'est pas too much que de rajouter du son en plus. D'accord. La narration est déjà hyper puissante avec le système de cartes qu'on a mis en place. Rajouter du son, c'est pas forcément nécessaire parce que du coup, on va peut-être moins bien s'entendre, moins bien communiquer. Alors, je sais pas. Pour l'instant, on se tâte.
On a les moyens de le faire, on pourrait le faire, mais est-ce que c'est une bonne idée et est-ce que ça servira vraiment? Je sais pas. Voilà. Mais bon, pas un pari près, hein. On peut le faire, on le fera. Ok, donc j'ai vu que vous partez sur une campagne KS, mais vous avez un accompagnateur qui est Lucky Duck. Tu peux m'expliquer cette démarche? Ouais, tout à fait. Quand on a eu fini la phase prototype, que le jeu ressemblait à ce que vous avez vu là à l'instant, s'est posé la question de est-ce qu'on y va tout seul quand même, encore, en tant que perte et fracas, ou est-ce qu'on va avec un éditeur? Alors, très rapidement, on a déjà complètement écarté la possibilité de donner le bébé à un éditeur. Plusieurs nous ont fait des propositions, hein, évidemment. Même beaucoup, quand ils ont vu le jeu, ils ont voulu. Parce qu'on a remporté des trophées aussi à Octogone, etc. Donc ça a aussi attiré les projecteurs. Il y a eu des éditeurs qui ont dit bah voilà, nous on veut le signer, etc. Ils nous ont fait des propositions de contrat en tant qu'auteur. Mais bon, si c'est pour retirer 8% des ventes, et puis alors qu'on a tout conçu, quoi, de l'iconographie au scénario, en passant par les illustrations, on est capable de le faire. Donc on ne voulait pas se faire déposséder de ça encore une fois. Alors après, c'est posé la question de faire une coédition, donc c'est-à-dire d'aller avec un autre éditeur qui allait nous apporter quelque chose que plus, peut-être de la réactivité, peut-être des équipes, du bêta testing, de la localisation, du développement de licences, parce qu'on peut très bien faire une licence Star Wars ou Harry Potter avec ce système de jeu, c'est Mhm. pas du tout un problème. J'allais le dire, justement. Donc il y a des ouvertures et nous, on n'a pas forcément la maîtrise là-dessus. Donc on s'est posé la question de la coédition. On a eu des propositions de plusieurs éditeurs. Je ne citerai pas parce que je ne veux pas Oui, les oui, mettre bah en oui. porte. Mhm. Et des gros éditeurs sérieux, parmi les plus sérieux du marché. Par contre, Lucky Duck, on a eu un rapport très très différent avec eux. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Il y a le patron de Lucky Duck qui s'appelle Vincent Vergonjal. Ouais, ouais. Et c'est un Français qui habite en Pologne. Et en fait, c'est un mec qui est hyper humain. Alors, c'est très déstabilisant parce que quand on est habitué à avoir des rapports un petit peu business ou requin, quand on parle d'argent, etc., tomber sur quelqu'un qui tout à coup dit attendez les gars, moi c'est votre projet, c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez porté. Je veux pas vous déshabiller, ça reste c'est vous l'éditeur. Moi, je veux pas être éditeur. Je veux vous aider à réussir, mais je veux pas être éditeur. Donc déjà, ça change un peu le paradigme. On n'est plus dans la même relation, on n'est plus dans le même rapport de force. C'est plus le puissant qui apporte le pognon et puis le petit qui a la bonne idée. C'est vous avez des super idées et nous, on a une vraie compétence et on va la mettre à disposition pour que votre projet il cartonne au lieu qu'il réussisse et on va faire en sorte qu'il cartonne. On va apporter tout ce que vous ne savez pas faire par rapport aux États-Unis, par rapport aux problématiques de shipping à l'international, aux problématiques de localisation, de réalisation marketing d'une campagne de financement. Parce que même si on en a fait une, on est loin d'être bon dans notre domaine. Donc on a besoin de s'appuyer sur des gens qui ont un gros passif. Et en l'occurrence, Lucky Duck a pas à rougir de son travail sur les campagnes de financement participatif. Et donc, du coup, il a dit, bah, allez, si ça vous dit, on fait un contrat de partenariat sur la campagne de financement. Donc, c'est eux qui dimensionnent la campagne. C'est eux qui nous disent, D'accord. voilà, sur tel truc, il faut mettre plus parce que vous avez besoin de plus accrocher la personne qui va arriver sur la page. Il faut d'abord qu'elle voit plutôt ce type d'image-là parce qu'elle a besoin d'être rassurée sur tel et tel point. Ah, oui, il vous Euh, donne la direction à tenir, quoi, à peu près. Ouais. Mhm. Nous aide aussi à dimensionner les pledges, les stretch goals. Alors en l'occurrence, pas de stretch goals, mais plutôt des daily reveals comme ils ont fait sur Dark Quarter ou d'autres campagnes. Voilà. Puis comment marche un backer francophone, comment marche un backer américain, comment
en marche un backer international. Donc ils nous donnent la main et ils nous aident, ils nous guident. Et puis on a été très clair dès le début, on leur a dit, voilà, nous, on va faire de l'espionnage, on va travailler avec vous, c'est pour apprendre demain à pouvoir faire sans vous aussi. Il y a une relation hyper saine qui s'est installée, puisque ils savent qu'on est là pour apprendre et on va se nourrir de leur expérience et de leur savoir-faire. Et il est hyper grand et donc ça, c'est très très chouette de pouvoir se sentir accompagné, poussé, soutenu, et puis sans qu'il y ait le côté malveillant de combien tu vas prendre, combien t'as mis, combien j'ai mis dans l'affaire. Donc l'idée, c'est qu'on y va ensemble et on réussit ensemble ou on foire ensemble. Voilà. Aussi Ce qu'il y a de simple. bien, c'est qu'il croit en votre projet, donc déjà, c'est plutôt bon signe, je dirais. Ouais. Alors après, ça, c'est au départ, c'est toujours un petit peu délicat de savoir à quel point l'autre en face il croit au projet. Est-ce qu'il l'utilise parce qu'il a besoin de créer de l'actualité ou est-ce que. Mais il n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à discuter avec Vincent pour se rendre compte que c'est un mec avec en or et très empathique, très humain. Ouais, mais en plus, Encore, le kid game n'a pas forcément besoin de ça, tu vois ce que je veux dire. non. Ah, euh, je- ouais, en fait, ils n'ont pas besoin de ça. Si, en fait, quelque part, ils ont quand même besoin. Aujourd'hui, ils sont plus localisateurs que concepteurs de jeux. Plus ça va, et plus ils grossissent, et plus ils Mhm. grossissent, et plus il leur en faut. Et, et concevoir un bon jeu, on l'a dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de recette. Mais non. Donc, ils Ouais, peuvent pas claquer des doigts pour tout à coup faire un bon jeu. En fait, Non. un bon jeu, ça se sent, ça se flaire, il faut prendre ouais. du temps. Mais alors, j'ai compris hein, l'idée, hein, ils n'ont pas besoin de ça dans le sens, Mm. euh, ils ont gagné tellement de récompenses, ils ont vendu tellement de boîtes, ils ont tellement de gros titres à leur actif, et puis ils ont le vent en poupe. Donc, ce que je voulais dire surtout, c'est que s'ils y vont, c'est qu'ils y croient, parce que sinon, si tu veux, je pense ils ont beaucoup de projets sous la main, si tu veux. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Et aujourd'hui, ils font des choix assez éclairés sur les projets qu'ils accompagnent. Mm. Mais si tu veux, moi, faut quand même remettre les choses en perspective. On est deux gars, en fait. Voilà, on est deux trous du cul dans notre bureau. Et puis, on essaye de faire des jeux. Ouais, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vous qui avez l'idée, donc c'est louable aussi de dire vous avez eu l'idée, nous on veut vous aider, euh, et puis on veut, bien sûr, tout le monde va y retirer son épingle du jeu, mais c'est aussi ça la beauté de la chose. Mhm. Mais je trouve ça plutôt intéressant, moi, si tu veux. C'est pas parce Euh, que tu es deux pauvres Français au milieu de la cambrousse que tu n'as pas le droit non plus d'avoir une chouette idée. C'est je sûr. pense que la plupart des plus belles idées, elles sont au fin fond de la Cambrousse, hein. Elles sont Ah, je Mais suis ouais. rarement d'accord avec dans ça. un building en haut du World Trade Center, hein. Alors, il y a deux petites questions encore sur le chat. Pourquoi KS et pas Ulule? Parce que International. c'est clairement un jeu qui est taillé pour aller taper à l'international, déjà. Donc, c'est pas avec Ulule qu'on arrivera à aller Ouais. attraper du backer américain. Ah non, je pense qu'ils ne Euh, connaissent même pas, tu vois. Mm. Mm. ouais. Et Euh, l'autre question, c'était avez-vous la date du lancement du KS et si vous avez une idée du prix du jeu? alors, la date de lancement, elle n'est pas encore officielle, donc je la dévoile pas, mais disons que ça Ok. va être début 2023. Tout début 2023. Elle sera bientôt dévoilée. Il faut aller venir sur notre groupe Facebook, s'abonner au groupe Facebook, et Ah, je vais le puis mettre vous aurez toutes sur les le chat. infos, hein. Voilà. Ou notre serveur Discord, peu importe. Et puis le prix du pledge. Alors, c'est pas que je veux pas le donner, c'est qu'il est encore en ballottage en ce moment. En négociation. Mais on va dire que ça va tourner entre 40 et 49 euros, à peu près le pledge de base. Et il inclura la saga principale plus une extension offerte. Ah ouais. Ce qui est pas Donc il y mal déjà. aura déjà Ce qui est tout à fait, ce qui est tout à trentaine, fait, quarantaine d'heures de jeu. Ouais. qui est vraiment très raisonnable. Mhm.
comparé avec le nombre d'heures de jeu possible, quoi. Ah, tout à fait. Ah oui, non, clairement. Si, non, y a pas de... j'ai pas de problème. J'ai pas Bah, de par contre, doute sur la moi j'avais honnêteté. ouais, j'avais une petite question. Je voulais te demander, puis à toi, puis à William. Bon, William n'est pas là, mais qu'est-ce qui a été le plus dur à développer sur Once Upon a Line? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Euh, Rien n'a été dur, ça a été long, mais rien n'a été dur. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la méca, elle est tombée très Ah, très vite, quoi. ce qui est fou, En quelques semaines, on ouais, l'avait. ça c'est fou par contre, hein. Ouais, je crois qu'en fait, ça tient au. Quand à un moment, il y a des choses qui sont évidentes. Quand tu crées un jeu, je peux pas le dire pour Ragnarok Star. Ragnarok Star, c'est un processus long d'équilibrage, etc. Et avoir l'essence d'un jeu, quand tu as trouvé l'essence de ton jeu, t'as fait 80%, mais le plus dur, ça va être les 20% qui restent pour terminer le jeu. Mais donc, d'un point de vue idée, ça a été très vite. Par contre, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on travaille sur la préparation du Kickstarter. Donc, ça veut dire tailler les grilles pour qu'elles soient adaptées aussi à l'anglais. Euh, Définir tous les termes, la terminologie, c'est un truc de fou. En fait, on se rend pas compte, mais Et est-ce même qu'on pour marque trouver le le. choix obligatoire ou choisissez immédiatement ou est-ce qu'on marque. Enfin, on peut passer des heures sur des mots et des termes. Le plus dur, c'est ça, c'est le polishing. C'est Ouais, d'accord. tout ciseler pour que ce soit le plus fluide, pour que le joueur se pose pas de questions quand il joue. De trouver on va dire le bon outil pour pouvoir gratter, ça n'a pas été compliqué aussi, ça? Ouais, non, en fait, ça, c'est des trucs pour ouvrir les téléphones à la base. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Au départ, on était parti sur des outils en métal. Alors, je sais pas si en cours, mais c'est pas là. On avait la même chose, mais avec une spatule en métal, mais Lucky Duck nous a dit que ça pouvait poser des problèmes justement sur Ah ben, le transport, les et à douanes. Ouais. l'international, avec les Américains, hein, tous les trucs comme ça, vaut mieux pas, hein. Ouais, dès que ça devient un peu dangereux et qu'on peut trancher une jugulaire avec, ça devient compliqué. Voilà. Mais j'ai pas essayé, peut-être qu'on peut trancher une jugulaire avec ça. N'essayez pas, hein, n'essayez pas. À la maison, ne reproduisez pas. Moi, je trouve que le concept est incroyable. Mm. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait du plagiat, par exemple, à un moment donné, sur Voilà, la c'est pour ça mécanique? qu'on l'a vraiment cliné avant de le présenter. La première présentation, c'était au festival Ania, je crois. Et dans la foulée, en octobre, on faisait Octogone à Lyon. Et comme on concourait, on n'avait plus le choix, il fallait le montrer. Donc là, on a commencé à montrer la méca, etc. Mais il y avait déjà plusieurs éditeurs qui avaient vu le truc, qui avaient vu des bribes et qui étaient très très intéressés pour avoir les règles du jeu. On ne les a pas transmises, évidemment. Par contre, à partir du moment où on le présentait sur les salons officiellement, là, il fallait mettre les bouchées doubles pour que ça se termine. On a gagné le trophée Octogone catégorie expert donc, en octobre de l'année dernière. Et à partir de ce moment-là, on savait que beaucoup, beaucoup de gens allaient en entendre parler et que à partir de ce moment-là, le chrono était lancé. Il fallait qu'on soit prêt. On avait 1 an pour terminer. Il y a un petit peu plus, mais on s'était fixé 1 an pour lancer la campagne. Ce ne sera pas octobre 2022, mais aux alentours de janvier 2023. Parce que là, effectivement, derrière, si ça marche, on ouvre une brèche sur un système de jeu nouveau. Et donc, du coup, certains vont peut-être être tentés de faire des systèmes qui Oui, exploitent parce aussi que le raté ou tu autre peux pas chose. déposer ça. Tu peux pas déposer ce genre de choses. Il n'y a rien, à part le nom, il n'y a pas grand-chose qu'on peut déposer ou protéger en jeu de société. Par Mais contre, bon,
ce qu'il y a d'intéressant, c'est que effectivement, tu en parlais tout à l'heure, c'est une mécanique que tu peux développer dans plein d'univers. Donc, on pourrait, vous pourriez avoir des propositions de développer ça dans certains univers. Ça serait incroyable. Carrément. Et puis même, pourquoi pas bosser avec d'autres auteurs. Je sais, Théo Rivière, Maxime Rambourg, ça faisait partie de ceux qui ont découvert le jeu quand on a commencé à le présenter. Tout de suite, ils nous ont dit, ah, ça serait cool, on aimerait bien écrire des scénarios pour ce système de jeu, etc. Donc, je sais plus, Tatiana, Girl.game, qui en le voyant, elle m'a dit, ah, j'aimerais trop écrire une histoire là-dessus. Donc, ouais, je pense que ça peut vite être repris par d'autres. Bon, nous, on n'est pas du tout fermé au fait de travailler avec d'autres personnes qui savent écrire des histoires, mais c'est quand même un métier de savoir écrire une histoire. C'est pas Oui, bien sûr. savoir tenir son lecteur, son auditoire en tension, etc. Savoir le surprendre à chaque carte, savoir mener une intrigue de bout en bout, savoir quand révéler des infos et quand les dissimuler. Les titres, les noms, il y a un gros travail. Mais oui, non, mais Pas on est porté, d'accord. en Pékin. C'est pas, tout le monde peut pas faire ça. C'est un métier. Hein. Par contre, c'est plus facile que d'écrire un livre. Moi, par le passé, j'ai illustré des bouquins jeunesse. Là, l'avantage, c'est que en fait, on écrit, c'est quand même des tout petits formats en fait. Donc pour nous, écrire, c'était comment il s'appelle un des plus grands auteurs français, fait Citadelle et compagnie, Feduti. Feduti qui disait, dans une interview, il disait, je suis un écrivain, pas un écrivain raté, mais il disait, je compense ma frustration de jamais avoir su écrire de livres en faisant des jeux, parce qu'on raconte des histoires quand on fait des jeux. Ben nous, là, c'est pareil, sauf que bon, on va un peu plus loin dans le processus narratif. C'est hyper confortable parce qu'on écrit une ligne de texte. Et le temps s'arrête sur ces 10 lignes de texte, puisque après, on repasse sur une nouvelle phase où on va chercher des mots sur la grille. Donc le cerveau, il se met en mode mathématique, optimisation des tuiles, des tailles, etc., grattage, calcul des lettres et tout. Et après, on repasse sur une phase narrative où on a à nouveau un petit morceau d'histoire. Mais en gros, on a 15 lignes pour déclencher quelque chose, surprendre. C'est très confortable d'écrire des petits formats courts par rapport à un auteur qui doit écrire un roman de 500 pages. Il doit réussir à tenir en haleine son lecteur de bout en bout. Nous, on n'a que des petits formats courts et c'est hyper confortable et très satisfaisant parce que sur chaque carte, on peut balancer des petites idées novatrices. Chaque carte a besoin d'avoir son petit twist, son truc gore, glauque, drôle, déclencher des émotions en permanence sur chaque carte qu'on retourne. Donc c'est très plaisant. C'est aussi plaisant à écrire qu'à jouer. Vraiment, nous on s'éclate. Ce qu'on fait, c'est qu'on se bagarre un petit peu, William et moi, pour savoir celui qui va faire le prochain chapitre. Parce qu'on a tous les deux envie de dire plein de trucs, de raconter plein de trucs. On a des aspirations. En plus, on est des anciens joueurs de jeux de rôle, donc ça nous démange de raconter des histoires qui peur, qui font, qui de poule, qui déclenchent plein d'émotions, des aventures épiques, des aventures glauques et autres. Et donc du coup, il écrit une histoire et moi je vais la jouer. Et inversement, je vais écrire une histoire et il va la jouer. Et donc du coup, on s'éclate parce qu'on joue nos propres scénarios. Et ça, c'est incroyable parce qu'en plus, c'est la phase où tu peux tout faire. Tu peux faire des choses hyper abjectes dans ces histoires-là. Elles seront peut-être jamais éditées, donc c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis comment dire, moi, je suis hypé. Hein, je vous le dis direct. C'est un joli projet. Très joli projet. Il faut le jouer maintenant. Oui. Voilà. Ça donne envie, hein, vraiment très envie d'y jouer. En plus, bon, c'est très novateur. On a vraiment envie de voir ce qu'il y a en dessous. Hein. Enfin, pour moi, c'est banco. Hein, je sais pas si. Lise alors.
Comment? Lynn, alors. Ouais. Parlons sérieusement. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de le tester en salon. Bon, après, c'est peut-être pas le bon endroit, peut-être pour être à Non, je 100% pense dans le jeu, mais ouais. franchement, déjà moi j'ai été très très surpris du jeu. Moi, je trouve que c'est un très joli projet. Moi, je vous souhaite bonne chance pour la campagne KS. Après, on a quand même. Il va pas non plus à l'aveuglette, effectivement. On sait qu'il y a des gros ténors du jeu de société qui sont avec nous, qui y croient aussi. On a des visuels. Ah, voilà, je dis, ce serait nous qui les ferions, les visuels nous-mêmes. Je n'oserais pas le dire. Et là, vu les gars avec qui on bosse, honnêtement, la matière même graphique, elle est super chouette. Ils ont beaucoup de talent et ils donnent énormément d'énergie pour faire ces illustrations, ces visuels. Donc, je pense que le projet est original, la mécanique ressemble pas à autre chose de déjà vu. Les illustrations sont quand même hyper chouettes. Puis vous avez déjà une expérience derrière aussi, hein. Il y a l'expérience, il y a la communauté aussi qui nous suit. Ouais, Hein. ouais, Faut tout à fait, qu'il y a tout Oui. à fait. déjà Non, une non, bonne mais moi, centaine de personnes qui vont aller dessus. Hein. je vois pas pourquoi votre campagne marcherait pas, hein, Ouais. très honnêtement. Hein. La crise. Mais non. Ouais, je pense que Non, même pas, même ouais, pas, même pas. je pense qu'on a fait le tour ce soir. Dan, à moins que tu veux rajouter quelque chose, peut-être donner un dernier argument pour pouvoir donner envie aux gens de pledger le jeu. Ouais, il y aura une version, enfin il y a une version Tabletop Simulator qui est disponible. Pour l'instant, les gens peuvent s'inscrire à des sessions de playtest et C'est quoi? Ils vous contactent sur Facebook, c'est ça? ouais, sur Facebook, sur Discord, sur Donc, je remets le lien à Facebook sur le chat. il y a Ceux 1000 qui- manières de nous contacter et on peut du coup alors on n'a pas l'expérience avec l'encre à gratter, mais Ça donne une idée du euh, jeu, hein. Déjà, une bonne la idée. mécanique principale est accessible. Et puis La démo fait combien de temps de jeu, à peu près? eh ben c'est le prologue, donc ça fait 1 heure et des Ah, fois ça peut tirer jusqu'à 2 heures si les gens prennent leur temps, mais c'est déjà pas mal pour ouais. Ah découvrir oui, le on fait jeu. le tour. Fait. Mm. Et donc c'est accessible, on peut le tester. Sinon, on peut aussi le tester sur les salons, mais il y en aura plus beaucoup maintenant d'ici C'était la ma question campagne. si vous alliez faire des salons Je vais faire Ah, Cannes. à Ouais. Cannes déjà. Cannes, mais alors la campagne sera déjà passée. Donc oui, on aura un stand à Cannes. Bah, je viendrai Notre vous premier voir. stand d'éditeur. Je viendrai vous voir à Cannes. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. On mettra des bières au frais alors. Ça peut- Bah, ramène ton Ragnarok Star hein, pour qu'il te le dédicace, hein. Voilà. Oui, 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 avec plaisir. Avec plaisir. Non, non, voilà. Donc des mots sur TTS pour ceux qui veulent. Et puis même si vous n'avez pas Tabletop Simulator, c'est pas grave. On a des comptes de démo, donc on peut vous faire tester. Quel que soit. Alors, il faut juste avoir un ordinateur avec carte graphique qui tient un peu la route pour que Tabletop Ouais, c'est sûr. Ouais. Mm. carbure dessus. Mais et puis surtout se dire aussi que ce jeu, même si à la limite il me plaît pas, c'est pas très grave puisque la recharge pour pouvoir réinitialiser le jeu, pardon, sera vraiment proposé à un prix hyper Ah, modique. d'accord, On ok. Il y détecte que ce sera aura un quand même frein à une recharge, l'acquisition. d'accord. Non, mais moi, je vois pas pourquoi il plairait pas. Très honnêtement, là, on a affaire à un jeu qui sort des sentiers battus, avec des auteurs ultra sympas, une maison d'édition qui essaye de faire les choses bien. Enfin, moi, Des illustrations des magnifiques. illustrations top. Moi, enfin, de toute manière, il y a qu'à aller sur le Discord, votre Discord, pour s'apercevoir que la communauté est assez soudée. Euh, Moi, très honnêtement, il y a pas il faut pledger, quoi. Faut arrêter de dire autre chose. Vous pledger, allez. Non, non, parce que là, ça va vraiment être une expérience qu'on connaît pas forcément. Voilà, non, mais c'est.
Et puis, soutenir le projet, c'est nous donner la possibilité d'en faire d'autres en fait derrière, de faire Oui, tout à d'autres fait. histoires. Donc je pense que le projet Once Upon a Line, il s'arrête pas à ces 4 Bien boîtes là sûr. qui vont sortir. On a des centaines on a envie de faire là c'est du post-apocalyptique avec des insectes géants. Mais on a envie de faire du médiéval fantastique, on a envie de faire du futuriste, on a envie de faire du Renaissance, du préhistoire. Il y a trop de thèmes à aborder, enfin, il y a trop d'histoires à raconter, Ouais, c'est ouais. des univers infinis, quoi. Ouais, tout ce qui est narratif, on peut aller un peu dans tous les sens en fait, hein. Et puis on s'en fout si jamais personne l'achète, on se fera des aventures rien que pour nous, puis on jouera tout seul dans notre pays. Non, mais ça, Bon, quand même non, mais l'intérêt. très honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Au contraire, moi, en tout cas, je vous souhaite une Ouais. excellente En campagne tout, et je n'ai aucun doute là-dessus. en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir que tu aies accepté l'invitation sur le live, Dan. Un plaisir pour moi. Ce fut une belle soirée d'avoir découvert ce jeu avec une En tout cas, mécanique très innovante. j'espère que ça aura parlé aux gens aussi. Allez, un dernier mot. Est-ce que tu joues récemment? Est-ce que tu as le temps de jouer déjà par Oui. rapport au projet? Est-ce que tu as un petit jeu coup de cœur du moment ou un truc comme ça? Ou peut-être une info que tu veux passer? Non, les derniers jeux où j'ai bien accroché, j'ai joué à Hound's End. J'ai Ah, découvert ça, Zen. je ne connaissais pas. C'est une belle expérience. Et puis, William m'a dit beaucoup de bien d'un tout petit jeu, parce qu'en ce moment, finalement, on source beaucoup les jeux narratifs maintenant que Ouais, bah le oui. nôtre. Et il a testé Carte Aventura. Et il m'a dit, voilà, il me l'a prêté. Là, je ne l'ai pas encore essayé, mais il m'a dit, franchement, incroyable, le super super jeu pour un prix vraiment dérisoire. Donc des bonnes expériences ludiques. Voilà. Et puis après, je dois avoir une dizaine de boîtes pile de la honte chez moi que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Mais vraiment, c'est devenu un exercice. Je m'astreins à bouffer de la règle et à bouffer du jeu. J'en fais bouffer plein à mes gosses. Donc, Certains, ça, Que certains 10, disent. c'est pas beaucoup, Dan, hein. Que 10, ça va. non, Ouais. non, parce que j'ai pur toutes les semaines, j'en fais un. En tout cas, encore Alors, une fois. il y a plein de choses, il y a plein de super auteurs français Ouais, bah et oui. vraiment, je le Mm. vois sur les salons, c'est que des crèmes, c'est que des gens incroyablement généreux, intelligents. Enfin, voilà, on a cette chance en France, on a des créateurs, des auteurs de jeux, vraiment beaucoup et des gens super chouettes. J'en profite, je fais un petit coucou complètement privé à un copain qui s'appelle Axel Cusin qui fait le projet, ça s'appelle Cyclody, c'est un jeu narratif aussi. Je fais un coucou aussi à Loïc Margado qui va sortir bientôt sur Ulule son jeu Magic Propagande. Et à tous les autres copains qui font des jeux, à Mélie Gavazzi et à tous les autres qui rament là, qui triment à Mathieu Rubio qui vient de signer, je crois, chez Studio H son jeu. Donc vraiment tout ça c'est des gens qui sont très très méritants et qui se donnent beaucoup de mal et voilà, pour avoir été de l'autre côté, eh ben, très empathique et très solidaire de leur démarche, j'espère que ça va aboutir pour eux. C'est mon petit mot de la fin. Bah, en tout cas, je te remercie encore une fois d'être venu sur le live présenter ton jeu. C'était super chouette. Puis bah merci Jodes de m'avoir accompagné sur ce live aussi, hein. Mais c'était avec plaisir. Du coup, je vous ai mis tous les liens ce qui concerne Perte et Fracas pour pouvoir les contacter. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les contacter sur Facebook. Oui, ils vous répondront avec sympathie, il n'y a pas de souci. Rapidité. Avant de quitter Est, on va aller faire un petit raid sur une autre chaîne. On va où? Ben, il y a Willow et Oli ou Gallo Chico, comme tu veux. On va aller où qu'il y a le moins de monde ou le plus de monde? On va aller à Willow et Oli. Ou alors Allez, il y a va même chez Engine Willow. Game aussi. On va chez Willow. Willow, allez, on va chez Willow et Ouais. Oli. Donc on vous dit tous à très bientôt pour un prochain live. Merci Dan, merci Jodice. Allez, ciao. À bientôt. On vous envoie sur une autre chaîne. Restez un petit peu. Ciao.